Quelque part au-dessus de la Manche, en hiver 1944, un chasseur américain solitaire descendit à travers une trouée dans les nuages. En dessous, 9 appareils allemands volaient en formation serrée, ignorant l'ombre qui tombait vers eux. Le moteur du Corsair avait été réduit presque au silence. Son pilote avait peint l'appareil dans des couleurs qu'aucun manuel n'avait autorisées. Le premier pilote allemand à mourir ne vit jamais ce qui le tua. Le second non plus. Au moment où la formation se dispersa, 3 appareils tombaient. La question qui hanta les services de renseignement alliés pendant des semaines était simple. Comment un seul avion devient-il invisible dans un ciel ouvert? L'hiver de 1944 arriva sur l'Europe occidentale avec une cruauté particulière. Des bancs de brouillard roulaient à travers la Manche avec le poids de la laine mouillée, s'installant dans les vallées et s'accrochant aux haies jusqu'à midi. Quand le soleil perçait effectivement, il offrait peu de chaleur, seulement assez de lumière pour révéler l'étendue grise d'un continent en guerre. Au-dessus de ce paysage, la guerre aérienne avait atteint une intensité écrasante. Les formations de bombardiers américains traversaient le territoire occupé quotidiennement, leurs traînées de condensation griffant des lignes blanches à travers la stratosphère. En dessous d'eux, à des altitudes moyennes, les escortes de chasseurs tissaient des motifs protecteurs, et plus bas encore, là où les nuages se brisaient et se reformaient, les appareils de reconnaissance et les chasseurs bombardiers chassaient les cibles d'opportunité. La Manche servait à la fois d'autoroute et de cimetière. Chaque traversée comportait des risques. Les chasseurs allemands opéraient depuis des bases en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Leurs stations radars parsemaient le littoral. Une batterie de DCA protégeait chaque pont, jonction ferroviaire et dépôt de carburant. Pour les pilotes américains, les mathématiques étaient impitoyables. Chaque mission soustrayait quelque chose aux chances de survie. La présence du corps des Marines dans ce théâtre était inhabituelle. La plupart des aviateurs des Marines combattaient dans le Pacifique, où la campagne de saut d'île en île exigeait un appui aérien rapproché et des opérations depuis porte-avions. Mais un petit contingent avait été attaché aux opérations conjointes en Europe, effectuant des missions allant de l'escorte à l'attaque au sol. Ils apportaient avec eux des appareils conçus pour une guerre entièrement différente. Le Vought F-4U Corsair avait été construit pour les vastes distances du Pacifique. Son énorme moteur Pratt & Whitney R2800 générait plus de 2000 chevaux, lui donnant la vitesse et le taux de montée nécessaires pour intercepter les chasseurs japonais à portée extrême. Ses ailes en W inversées, conçues pour accueillir une hélice massive tout en gardant un train d'atterrissage assez court pour les ponts de porte-avions, lui donnaient une silhouette reconnaissable entre toutes contre n'importe quel ciel. En service européen, le Corsair était une curiosité. La plupart des chasseurs américains au-dessus de la France et de l'Allemagne étaient des P-47 Thunderbolt ou des P-51 Mustang, des appareils devenus synonymes de supériorité aérienne alliée. L'apparence du Corsair suscitait la curiosité tant chez les amis que chez les ennemis. Les pilotes allemands avaient étudié des planches de reconnaissance remplies de types d'appareils américains, mais la forme d'aile courbée du Corsair était suffisamment rare pour créer de la confusion. Cette confusion allait s'avérer lourde de conséquences. Le pilote qui allait l'exploiter effectuait des missions de combat depuis près de 18 mois. Son nom apparaissait dans les registres d'escadrille et les rapports d'après-action, bien que les détails de ce qui suivit resteraient partiellement obscurcis par le brouillard de la sécurité opérationnelle et le chaos d'une guerre entrant dans sa dernière année décisive. Ce que l'on sait, c'est ceci. Dans les semaines précédant la mission en question, il était devenu obsédé par un problème simple. Comment un chasseur solitaire pouvait-il améliorer ses chances contre des ennemis numériquement supérieurs? La réponse standard était d'éviter entièrement de tels engagements, ne combattre qu'avec l'avantage, ne jamais s'engager seul contre une formation. Ces principes avaient été inculqués à chaque pilote américain depuis l'entraînement de base. Mais la guerre n'offre pas toujours des conditions idéales. Parfois, les circonstances conspiraient pour placer un appareil contre plusieurs. Un problème moteur chez un ailier, la météo séparant un vol, une erreur de navigation, le chaos d'un combat aérien dispersant les pilotes sur des centaines de miles cubes de ciel. Quand ces moments arrivaient, la doctrine offrait peu de réconfort. Le pilote commença à étudier quelque chose d'entièrement différent. Il étudia comment il était vu. Si cette histoire compte pour vous, appuyez sur j'aime et abonnez-vous. Avant la guerre, il avait été peintre, pas un artiste professionnel, mais un jeune homme qui passait ses week-ends avec toile et huile, capturant des paysages près de la maison familiale en Pennsylvanie rurale. Il comprenait la lumière d'une manière que la plupart des gens ne considéraient jamais. La façon dont le soleil du matin transformait un flanc de colline d'un vert plat en une tapisserie d'ombre et de reflets.
la façon dont le brouillard diffusait les contours jusqu'à ce que les objets semblent fusionner avec leur environnement. La façon dont l'œil était attiré par le contraste et repoussé par l'uniformité. Il s'inscrivit dans un petit collège en 1939, prévoyant d'étudier l'ingénierie. Le choix pratique, avait dit son père. L'art était bien pour les week-ends, mais un homme avait besoin d'un métier. Le compromis ne satisfit personne, mais il fournit une structure pendant des années où le monde commençait à brûler. Les nouvelles d'Europe arrivaient par fragments, la Pologne tombant en quelques semaines, la France s'effondrant le printemps suivant, la Grande-Bretagne résistant seule contre les raids de bombardements nocturnes. Le jeune étudiant en ingénierie suivait ces événements avec la même fascination détachée que ressentaient la plupart des Américains. La guerre était réelle, mais elle était loin. Un océan servait à la fois de barrière et d'excuse. Pearl Harbor mit fin à la distance. Il s'engagea dans le corps des Marines en janvier 1942, 3 semaines après son 21e anniversaire. Le choix de la branche était délibéré. Son frère aîné avait servi dans les Marines à la fin des années 30, et la loyauté familiale comptait d'une manière qui transcendait la logique. La sélection pour l'aviation vint 6 mois plus tard, après que les tests d'aptitude révélèrent les compétences de raisonnement spatial que sa peinture avait discrètement développées. La formation de vol consuma l'année suivante. Instruction primaire dans des biplans Stearman jaunes, formation de base dans des appareils plus lourds, formation avancée sur chasseurs. Chaque phase éliminait des candidats. Éliminé pour mal de l'air, éliminé pour réflexe lent, éliminé pour incapacité à gérer la pression psychologique du vol en formation. Le taux d'attrition approchait 50%. Il survécut à chaque coupe avec des scores adéquats, mais pas exceptionnels. Ces instructeurs notèrent de solides compétences de manche et de palonnier, une bonne conscience situationnelle et une tendance inhabituelle à poser des questions sur les systèmes d'aéronefs qui allaient au-delà du programme standard. Ils voulaient savoir non seulement comment voler, mais pourquoi les appareils se comportaient comme ils le faisaient, pourquoi certains schémas de peinture étaient utilisés, pourquoi les cockpits étaient arrangés dans des configurations particulières, pourquoi certains appareils étaient plus faciles à repérer à distance que d'autres. Ces questions le marquaient comme curieux ou problématique, selon qui jugeait. Sa première affectation au combat vint dans le Pacifique, où la guerre aérienne au-dessus de Guadalcanal et des îles Salomon était devenue un concours quotidien d'attrition. Il pilota des corsaires contre des chasseurs et bombardiers japonais, apprenant les dures leçons qu'aucun entraînement ne pouvait pleinement préparer un pilote à absorber. Il apprit que le combat se déroulait plus vite que la pensée, que les décisions prises en fractions de secondes déterminaient qui vivait et qui mourait, que l'ennemi n'était pas un concept abstrait, mais de jeunes hommes dans d'autres cockpits, également terrifiés, également déterminés. Il apprit que la survie dépendait souvent de facteurs au-delà de la compétence, la météo, la chance, la mécanique aléatoire de l'endroit où les balles voyageaient à travers l'espace tridimensionnel. Il apprit aussi quelque chose qui s'avérerait essentiel plus tard. Il apprit qu'il était plus facile à voir que ses adversaires. La découverte vint lors d'une mission au-dessus du Slot, le chenal entre les îles Salomon qui servait d'autoroute pour le renforcement naval japonais. Son vol avait été vectorisé vers un convoi signalé, pour ne trouver qu'un océan vide. Au retour, un groupe de chasseurs japonais descendit d'une altitude plus élevée, ayant apparemment repéré la formation américaine à des miles de distance. L'engagement qui suivit fut bref et non concluant. Les deux camps échangèrent des passes sans résultat décisif. Mais dans les suites, pendant le débriefing, un détail le tracassa. Les Japonais les avaient vus en premier. Ils s'étaient positionnés pour l'attaque avec une précision qui suggérait un long contact visuel. Il commença à se demander pourquoi les appareils américains de 1943 portaient des schémas de peinture conçus par des comités. Le raisonnement derrière ces schémas était logique dans l'environnement stérile des bureaux d'approvisionnement, mais il ne tenait souvent pas compte des conditions réelles du combat aérien. Les chasseurs standards de la marine et du corps des marines recevaient un motif bicolore. Bleu marine sur les surfaces supérieures, destiné à se fondre avec l'océan vu d'en bas. Bleu plus clair ou gris sur les surfaces inférieures destinées à se fondre avec le ciel vu d'en bas. L'insigne national, une étoile blanche dans un cercle bleu, était appliqué sur les ailes et le fuselage dans des positions dictées par le règlement. Ce schéma fonctionnait assez bien pour son objectif prévu. Les navires regardant vers le haut, les chasseurs défensifs, voyaient des appareils qui se fondaient avec le ciel couvert. Les sous-marins scrutant l'horizon voyaient des formes qui se fondaient dans le fond océanique. La peinture était conçue pour la bataille horizontale, où les menaces venaient de la surface. Mais le combat aérien se déroulait rarement sur un seul plan. Les chasseurs montaient et plongeaient, ils tournaient et roulaient. Ils présentaient tous les angles possibles aux observateurs ennemis, et à ces angles, le contraste entre les surfaces supérieures et inférieures
créaient des bords visuels nets que l'œil humain détectait avec une efficacité remarquable. Le pilote commença à prendre des notes. Après chaque mission, il enregistrait les conditions dans lesquelles il avait repéré des appareils ennemis et les conditions dans lesquelles il avait été repéré en retour. Il notait l'angle du soleil, la couverture nuageuse, le différentiel d'altitude et le vecteur d'approche. Il esquissait des diagrammes des positions d'appareils au moment du premier contact visuel. Des motifs émergèrent. Les appareils silhouettés contre un ciel lumineux étaient visibles à portée extrême. Les appareils vus contre un terrain sombre devenaient plus difficiles à suivre. Mais l'observation la plus intéressante concernait les conditions intermédiaires. Les appareils volant à la même altitude, contre des fonds de nuages mélangés et de ciel bleu, montraient une visibilité extrêmement variable selon leur schéma de peinture et leur orientation. Il réalisa que le problème n'était pas la luminosité seule. Le problème était le contraste. L'œil humain a évolué pour détecter les bords et les limites. Dans un environnement naturel, ces bords indiquent souvent des menaces. Un prédateur émergeant de la forêt, un bord de falaise qui approche. Le système visuel est réglé pour reconnaître les transitions soudaines d'une couleur ou luminosité à une autre. Le camouflage standard des appareils crée par inadvertance exactement ces transitions. La ligne entre le bleu marine et le bleu ciel sur le fuselage d'un corsaire formait une limite distincte que l'œil pouvait suivre même lorsque les couleurs individuelles se fondaient avec le fond. L'insigne d'étoile blanche, essentiel pour l'identification, servait de marqueur à haut contraste visible à des miles. Le pilote commença à comprendre qu'il ne pilotait pas un appareil, il pilotait une cible. Pendant ce temps, la guerre aérienne dans le Pacifique évoluait. Les avancées américaines à travers les îles Salomon et vers les Philippines avaient été achetées avec du sang. Chaque île prise apportait de nouveaux aérodromes entre les mains américaines et réduisait l'avantage de portée dont les forces japonaises avaient joui. Mais le coût en appareils et pilotes restait sévère. Les rapports de renseignement indiquaient que les aviateurs japonais recevaient une formation dégradée. L'attrition des pilotes expérimentés signifiait que les remplaçants arrivaient dans les unités de première ligne avec moins d'heures de vol et moins d'instructions au combat. Cela aurait dû fournir des avantages américains, et à bien des égards ce fut le cas. Mais cela signifiait aussi autre chose. Les pilotes moins expérimentés s'appuyaient plus lourdement sur les compétences d'acquisition visuelle de base. Ils cherchaient les appareils par reconnaissance de motifs. Ils cherchaient les formes et couleurs qu'ils avaient été formés à identifier, et les appareils américains peints dans leur schéma distinctif fournissaient exactement ces indices de reconnaissance. Le pilote commença à se demander ce qui se passerait si ces indices étaient supprimés. L'idée lui vint lors d'une distribution de courrier au printemps de 1943. Un colis de la maison contenait des fournitures artistiques que sa mère avait rassemblées à sa demande. Des pinceaux, de petits tubes de peinture à l'huile et un guide de mélange de couleurs qu'il avait utilisé pendant ses années d'université. Ses camarades de tente supposèrent qu'il avait l'intention de peindre des tableaux, des paysages peut-être, ou des portraits à envoyer chez lui. La supposition était raisonnable. Beaucoup de militaires remplissaient leurs heures d'oisiveté avec des activités créatives, mais le pilote avait autre chose en tête. Il commença par de petites expériences, des morceaux de carton peints dans divers motifs, tenus à distance et observés contre différents fonds. Il photographia ses tests quand de la pellicule était disponible, comparant les résultats. Il consulta des manuels d'ingénierie sur la perception optique et la vision humaine, qu'il avait demandé par le système de bibliothèque de l'unité. Les résultats confirmèrent son intuition. Les couleurs unies, même les couleurs qui correspondaient étroitement au fond, créaient des formes distinctes que l'œil pouvait suivre. Mais les motifs qui brisaient le contour d'un objet, qui perturbaient la limite entre figure et fond, rendaient cet objet significativement plus difficile à détecter. La nature avait compris ce principe pendant des millions d'années. Les rayures d'un tigre n'étaient pas aléatoires. Elles brisaient la silhouette de l'animal contre les lignes verticales de l'herbe et du bambou. Les taches d'un léopard fragmentaient sa forme contre la lumière tachetée d'un sol forestier. L'ombrage inversé d'un poisson le rendait presque invisible d'en haut et d'en bas. Pourquoi les appareils devraient-ils être différents? Il présenta ses découvertes à son commandant d'escadrille en juin 1943. L'accueil fut poli, mais peu enthousiaste. Le commandant souligna que les schémas de peinture des appareils étaient déterminés par les spécifications du bureau de l'aéronautique. Les pilotes individuels n'avaient pas l'autorité de modifier l'apparence de leurs appareils. De plus, tout marquage non autorisé pourrait créer des problèmes d'identification. Les incidents de tyramie étaient déjà trop fréquents. Ajouter un camouflage non standard ne ferait qu'empirer les choses. Le pilote accepta le refus sans argument, mais il n'abandonna pas l'idée. Au lieu de cela,
Il commença à travailler dans les contraintes auxquelles il faisait face. Il ne pouvait pas peindre son appareil sans autorisation, mais il pouvait étudier le problème plus rigoureusement. Il pouvait rassembler des données. Il pouvait construire un dossier qui pourrait éventuellement convaincre l'autorité d'écouter. Son transfert vers le théâtre européen vint fin 1943, dans le cadre d'un petit contingent de Marines assigné aux opérations conjointes avec les unités de l'Army Air Forces. Le déménagement perturba ses expériences, mais fournit de nouvelles opportunités. Les conditions européennes différaient nettement du Pacifique. La météo était plus variable. Le terrain présentait différents fonds visuels. Et les appareils ennemis qu'il affrontait avaient leur propre philosophie de camouflage développée à travers des années de combat au-dessus de l'Europe. Les chasseurs allemands portaient des schémas conçus pour les opérations continentales, surface supérieure en gris et vert marbré, surfaces inférieures en gris plus clair ou bleu pâle. Ces motifs avaient évolué par essais et erreurs, adaptés aux forêts et terres agricoles de l'Europe centrale. Les pilotes américains en Europe rapportaient que les appareils allemands étaient souvent difficiles à repérer contre l'encombrement au sol. Les motifs marbrés brisaient les contours des appareils d'une manière que les couleurs unies américaines n'atteignaient pas. Le pilote nota cela avec intérêt. Son opportunité vint en janvier 1944, quand son escadrille fut temporairement assignée à un aérodrome avancé dans le sud de l'Angleterre. La base était petite, improvisée à partir de terres agricoles, avec une supervision administrative minimale. Les équipes de maintenance étaient surchargées, concentrées sur le maintien des appareils en vol plutôt que sur l'application des règlements de peinture. Il approcha le chef d'équipe responsable de son Corsair avec une proposition. L'appareil avait subi des dommages mineurs lors d'une mission récente et nécessitait de toute façon une retouche de peinture. Et si cette retouche incluait quelques travaux supplémentaires? Rien qui modifierait définitivement l'appareil. Rien qui ne pourrait être enlevé si ordonné. Juste quelques motifs expérimentaux qui pourraient s'avérer utiles au combat. Le chef d'équipe était sceptique, mais pas opposé. Il avait volé comme mitrailleur de queue sur des B-17 avant qu'une blessure au dos ne le cloue au sol. Et il comprenait les enjeux de vie et de mort du combat aérien mieux que la plupart des administrateurs. Si le pilote croyait que cela l'aiderait à survivre, le chef d'équipe était prêt à fermer les yeux. Le travail commença la nuit suivante. Le Corsair était assis dans un revêtement au bord de l'aérodrome, partiellement caché par des bâches de toile que le chef d'équipe avait arrangées pour obscurcir les modifications non autorisées. Le pilote travaillait dans les heures après minuit, quand l'activité sur la base était tombée à des niveaux minimaux, et sa présence près de son propre appareil n'attirerait que peu d'attention. La peinture avait été réquisitionnée par interprétation créative des procédures d'approvisionnement. Une partie venait des stocks de retouches d'appareils. Une partie venait des fournitures de véhicules terrestres. Une partie avait été mélangée à partir de pigments obtenus par troc avec des unités britanniques stationnées à proximité. Le résultat était une palette de gris, vert et bleu foncé qu'aucune spécification officielle n'avait jamais autorisée. L'approche du pilote s'appuyait sur tout ce qu'il avait appris. Le schéma de base conservait les surfaces supérieures plus sombres, mais maintenant ces surfaces étaient brisées par des taches irrégulières de gris plus clair et de vert sourd. Les transitions entre les couleurs étaient douces, fondues plutôt que nettes, éliminant les bordures que ces expériences avaient montré être si visibles à distance. Les surfaces inférieures reçurent un traitement similaire. Au lieu d'un gris clair uniforme, elles portaient maintenant de subtiles variations de tons qui imitaient la façon dont le ciel couvert apparaissait réellement, avec des zones de gris plus lumineux et plus sombres qui changeaient avec l'angle de vue. L'insigne national présentait un défi particulier. Il ne pouvait pas être enlevé sans créer de sérieux problèmes d'identification, mais il pouvait être modifié. Le pilote réduisit les portions blanches en utilisant de la peinture blanc cassé qui abaissait le contraste tout en restant visible pour une identification positive à courte portée. Le cercle bleu fut étendu et flouté à ses bords, brisant la forme géométrique parfaite que l'œil suivait si efficacement. Plus crucial encore, le pilote s'attaqua aux limites de l'appareil lui-même. L'aile en W distinctive du Corsair créait une silhouette reconnaissable à presque n'importe quel angle. Pour perturber cela, il appliqua des motifs qui s'étendaient à travers l'aile et le fuselage de manière qui obscurcissait où une surface se terminait et une autre commençait. Sous certains angles, ces motifs faisaient sembler disparaître entièrement des portions de l'appareil, comme si la machine se fragmentait contre son fond. Le travail prit 3 nuits pour être achevé. Le matin du 4e jour, le pilote enleva les bâches et examina son appareil à la lumière du jour pour la première fois. Le Corsair avait l'air étrange, faux d'une certaine manière, comme s'il avait été endommagé ou abandonné.
Les motifs créaient un effet optique troublant, rendant difficile de juger la forme ou la taille exacte de l'appareil. Debout à 50 yards de distance, le pilote trouva ses yeux glissant au-delà de la machine, luttant pour se concentrer clairement dessus. Il ressentit le premier véritable espoir qu'il avait éprouvé depuis des mois. Le premier test de combat vint 4 jours plus tard, lors d'un balayage de chasseurs au-dessus de la France occupée. Le profil de mission appelait 4 corsaires à patrouiller une zone au sud de Calais, engageant des cibles d'opportunité et fournissant une alerte précoce si des formations allemandes étaient détectées approchant de la Manche. Les conditions météorologiques ce matin-là étaient typiques de janvier. Nuages fragmentés entre 8000 et 12 000 pieds, brumes limitant la visibilité à peut-être 10 miles en altitude, trouées occasionnelles dans la couche inférieure, révélant le terrain gris-brun des terres agricoles hivernales en dessous. Le vol décolla à 8h30 et traversa la Manche sans incident. Au-dessus de la France, la formation se déploya en motif de recherche, chaque pilote scrutant les secteurs assignés tout en maintenant le contact visuel avec les ailiers. 40 minutes après le début de la patrouille, le chef de vol lança un avertissement. Appareil repéré au sud-est, altitude approximativement 10 000 pieds, cap 140. 9 bandits comptés. La formation semblait être des chasseurs allemands, possiblement des Focke-Wulf 190. La doctrine standard dans cette situation était claire. 4 appareils contre 9 représentaient des chances défavorables. Le vol devait maintenir la formation, signaler le contact et se retirer sauf si l'engagement était inévitable. Rechercher le combat contre un ennemi numériquement supérieur, surtout lorsque cet ennemi détenait l'avantage de position et d'altitude, violait tous les principes de tactique de chasse. Mais le chef de vol fit un calcul différent. La formation allemande semblait suivre un cap prévisible, probablement en transit entre bases plutôt qu'en chasse active. Si les Américains pouvaient obtenir la surprise, ils pourraient infliger des dégâts avant que l'ennemi ne puisse organiser une réponse cohérente. Il ordonna au vol de monter dans la couche nuageuse au-dessus, utilisant la dissimulation pour contourner vers le sud-est, se positionnant pour une attaque en piqué depuis le soleil. Ce qui suivit démontra à la fois le potentiel et le chaos du combat aérien. Les 4 corsaires entrèrent dans les nuages, perdant le contact visuel avec l'ennemi et entre eux. La discipline radio empêchait le bavardage constant, donc chaque pilote navigua indépendamment, tentant d'atteindre le point de ralliement assigné où l'attaque commencerait. Le pilote avec le camouflage expérimental émergea des nuages légèrement en avance sur l'horaire et significativement déplacé de sa position prévue. Au lieu d'être au-dessus et derrière la formation allemande, il était presque au même niveau qu'eux et sur le côté, son nez pointé approximativement perpendiculaire à leur cap. À ce moment, il fit face à un choix. Il pouvait tenter de se repositionner à la position d'attaque prévue, ce qui prendrait du temps et pourrait révéler sa présence. Il pouvait appeler le chef de vol et demander des instructions, ce qui briserait le silence radio, ou il pouvait attaquer maintenant, seul, faisant confiance que ses ailiers rejoindraient l'engagement une fois le tir commencé. Il choisit la 3e option. Ce qui se passa dans les 90 secondes suivantes devint le sujet d'analyse de renseignements ultérieurs et demeura partiellement obscur même pour ceux qui y participèrent. Le pilote inclina son corsaire vers la formation allemande, maintenant un angle d'approche peu prononcé qui gardait son appareil en silhouette contre la couche nuageuse derrière lui, plutôt que contre le ciel lumineux. Sa manette des gaz était partiellement réduite, diminuant la signature sonore de son approche et minimisant l'indice visuel de la fumée d'échappement. Les Allemands ne réagirent pas. Il se rapprocha à portée de tir efficace, moins de 300 yards, avant que la formation ne montre le moindre signe de conscience. À ce moment-là, son doigt était déjà sur la gâchette. Les mitrailleuses de calibre 650 du Corsair tirèrent en une rafale concentrée qui balaya l'élément le plus à droite de la formation allemande. L'appareil de tête de cet élément perdit des morceaux et commença immédiatement à traîner de la fumée. L'ailier, tentant d'éviter, vira brutalement dans la trajectoire de l'Américain et prit des impacts à travers le capot moteur et la zone du cockpit. Au moment où les 7 autres appareils allemands commencèrent des manœuvres défensives, le pilote était déjà à travers la formation et plongeait vers la couche nuageuse en dessous. Les corsaires restants arrivèrent quelques secondes plus tard, ajoutant à la confusion. La formation allemande, déjà dispersée par la première attaque, ne se reforma jamais en un groupe défensif cohérent. Des combats tournoyants individuels éclatèrent à travers un 1000 cubes de ciel. Le genre de mêlée chaotique qui favorisait celui qui pouvait maintenir la conscience situationnelle le plus longtemps. Le pilote avec le camouflage expérimental ne se réengagea pas immédiatement. Au lieu de cela, il tourna sous la couche nuageuse, remontant vers le combat depuis une direction inattendue. Quand il rejoignit la bataille,
il trouva les appareils allemands survivants tentant de se désengager, plongeant vers leur aérodrome de base. Un traînard, un FW-190, traînant de la fumée de glycol d'un système de refroidissement endommagé, boitait derrière les autres à vitesse réduite. Le pilote se positionna pour une solution de tir et se rapprocha à moins de 200 yards avant que le pilote allemand ne montre le moindre signe de conscience. La rafale fut brève et précise. La traînée de fumée du Focke-Wulf s'épaissit en noir, et l'appareil entra dans une spirale de plus en plus raide vers le sol. Le vol se reforma au sud de la zone d'engagement et retourna en Angleterre sans autre contact. Le débriefing révéla l'ampleur complète de ce qui s'était produit. Sur 9 appareils allemands engagés, 3 avaient été détruits avec des crashs confirmés. 2 appareils supplémentaires montraient des dégâts significatifs et furent évalués comme probables. Les pertes américaines étaient nulles, bien qu'un corsaire soit revenu avec des trous de balles dans la section de queue suite à un bref échange durant l'engagement principal. Les officiers de renseignement furent particulièrement intéressés par un détail. Plusieurs appareils allemands étaient passés à portée visuelle facile du corsaire expérimental sans réagir. Les preuves photographiques des caméras d'armes montraient des pilotes allemands regardant vers l'appareil américain et apparemment incapables de l'identifier comme une menace. Le camouflage avait fonctionné. Les suites de l'engagement de janvier générèrent de l'intérêt à des niveaux bien au-dessus de l'escadron. Un officier de renseignement du quartier général de la 8e force aérienne visita la base avancée 2 semaines plus tard, accompagné d'un spécialiste civil en ingénierie optique qui travaillait sur des problèmes de camouflage connexes. Ils examinèrent le corsaire modifié en détail, le photographiant sous plusieurs angles et dans diverses conditions d'éclairage. Ils interviewèrent le pilote sur son processus de conception et ses observations durant le combat. Ils collectèrent les images des caméras d'armes et les rapports d'après-action. Leurs conclusions, soumises dans un mémorandum classifié daté de février 1944, reconnaissaient que le camouflage expérimental avait démontré une efficacité mesurable dans les conditions spécifiques de l'engagement de janvier. Cependant, ils notèrent également des préoccupations significatives concernant la réplication de l'approche à grande échelle. Premièrement, les motifs de peinture avaient été conçus pour des conditions environnementales spécifiques. Le temps hivernal européen, avec sa prédominance de ciel couvert et ses couleurs de terrain atténuées, différait substantiellement des conditions tropicales du Pacifique ou des cieux dégagés de l'escorte de bombardiers à haute altitude. Un schéma de camouflage optimisé pour un environnement pourrait s'avérer contre-productif dans un autre. Deuxièmement, les insignes nationaux modifiés créaient de véritables risques d'identification. Dans la confusion du combat, les pilotes alliés devaient distinguer amis et ennemis en fractions de secondes. Toute modification qui entravait cette reconnaissance, même légèrement, pouvait résulter en incidents de tir ami qui pourraient excéder les bénéfices de la détection ennemie réduite. Troisièmement, les procédures standardisées de production et de maintenance dépendaient de spécifications de peinture uniformes. Implémenter un camouflage individuellement personnalisé pour des milliers d'appareils nécessiterait des changements d'infrastructure impraticables durant les opérations en temps de guerre. Le mémorandum recommanda une étude continue plutôt qu'une implémentation immédiate, mais les recommandations n'étaient pas entièrement négatives. L'ingénieur civil proposa une série d'expériences contrôlées qui évalueraient les principes de camouflage dans des conditions standardisées. Il suggéra que certains éléments de l'approche du pilote, particulièrement la disruption des contours d'appareils à travers des motifs brisant les frontières, pourraient être incorporés dans les spécifications futures sans nécessiter une refonte complète du schéma. Ces expériences se poursuivirent durant le printemps de 1944, bien que le pilote qui avait initié l'investigation ne fût pas directement impliqué. Son unité effectua une rotation vers différentes missions, conduisant des opérations d'attaque au sol en soutien aux préparations de l'invasion de Normandie. Pendant ce temps, les principes qu'il avait explorés commencèrent à influencer des discussions plus larges sur la visibilité des appareils. Les rapports de renseignement technique du Pacifique notèrent que les appareils japonais étaient de plus en plus difficiles à distinguer contre certains arrière-plans, suggérant que le camouflage ennemi s'était amélioré. Les chasseurs de nuit allemands avaient adopté des surfaces inférieures sombres, qui les rendaient presque invisibles durant les interceptions nocturnes. La réponse américaine évolua en conséquence. De nouvelles spécifications de peinture émises à la mi-1944 incorporèrent les leçons apprises des expériences de terrain, incluant des gradations subtiles dans les couleurs de surface qui réduisaient le contraste sous des conditions d'éclairage variables. L'analyse statistique de ces changements s'avéra difficile. Trop de variables influençaient les résultats de combat pour qu'un seul facteur puisse être isolé. Mais les rapports anecdotiques des pilotes suggéraient que les nouveaux schémas réduisaient la portée à laquelle les appareils américains étaient d'abord détectés par les observateurs ennemis.
Le pilote lui-même vola 37 missions de combat supplémentaires avant la fin de la guerre en Europe. Son appareil personnel conserva le camouflage expérimental tout au long, périodiquement rafraîchi par le même chef d'équipage sympathique qui avait permis la modification originale. Les rapports d'après-action de ces missions montrèrent des résultats approximativement cohérents avec les moyennes de l'escadron. Le pilote ne fut ni remarquablement réussi, ni notablement malchanceux comparé à ses pairs. Ce que les rapports ne capturèrent pas fut combien d'engagements il évita entièrement parce que les appareils adverses échouèrent à détecter son approche. Certaines preuves suggèrent que le nombre fut significatif. Les interrogatoires de prisonniers allemands conduits après la guerre incluaient des références occasionnelles à des rencontres avec des chasseurs américains qui semblaient apparaître de nulle part, s'engageant sans avertissement depuis des positions inattendues. Les types d'appareils spécifiques mentionnés variaient, mais les descriptions incluaient souvent de la confusion sur l'origine de la menace. Le brouillard de guerre obscurcit beaucoup de tels détails. Les combats individuels étaient rarement documentés des deux perspectives. Les expériences des pilotes qui ne survécurent pas ne purent être enregistrées. Ce qui resta furent des fragments reconstitués par les historiens dans les décennies suivantes. Le pilote retourna en Pennsylvanie en septembre 1945, l'un des millions de militaires américains transitant vers la vie civile. Il compléta son diplôme d'ingénieur grâce au GI Bill et prit un poste chez un fabricant d'aviation travaillant sur des systèmes qui n'avaient rien à voir avec le camouflage. Il parle rarement de ses expériences en temps de guerre. La nature classifiée des rapports de renseignement auxquels il avait contribué peut avoir influencé cette réticence. Ou peut-être, comme beaucoup de vétérans, préférait-il simplement ne pas revisiter une période de sa vie marquée par la violence et la perte. Ses dossiers personnels montrent une carrière d'après-guerre conventionnelle. Mariage en 1948, enfant en 1950 et 1953, promotion qui reflétait la compétence sans brillance, retraite en 1982 d'une compagnie qui avait été absorbée par un conglomérat plus grand une décennie plus tôt. Le corsaire qu'il avait modifié fut mis à la ferraille peu après la guerre, son schéma de peinture expérimentale non documenté, sauf dans les photographies classifiées qui restèrent dans les archives gouvernementales. Ces photographies furent finalement déclassifiées dans les années 1980, bien qu'à ce moment-là, peu de personnes restaient qui comprenaient leur signification. L'héritage plus large de son travail s'avéra plus substantiel que tout dossier individuel ne pouvait capturer. Les principes qu'il avait identifiés, la disruption des contours, l'adoucissement des transitions de couleurs, l'importance de l'angle de vue et des conditions d'arrière-plan, devinrent fondamentaux pour la conception du camouflage d'appareils dans les décennies suivantes. La technologie furtive moderne étend ces principes dans des domaines qu'il n'aurait pu imaginer. Les matériaux absorbant les radars et la géométrie angulaire accomplissent dans le spectre électromagnétique ce que sa peinture accomplissait dans le spectre visible. L'objectif reste le même, être présent sans être perçu, occuper l'espace tout en niant aux observateurs l'information dont ils ont besoin pour localiser et engager. Mais l'élément le plus humain de son histoire transcende entièrement la technologie. Il vit un problème que les experts avaient négligé. Il poursuivit une solution à travers l'observation patiente et l'expérimentation systématique. Il accepta le rejet de l'autorité sans abandonner sa conviction. Et il testa ses idées dans le laboratoire le plus exigeant disponible, l'arène impitoyable du combat, où l'échec signifiait la mort. Ce schéma apparaît à travers l'histoire de l'innovation militaire. Des individus remarquant des divergences entre la doctrine officielle et la réalité observée. Des expériences non autorisées conduites en défiance de la prudence bureaucratique. De petites modifications qui se propagent à travers les organisations à mesure que leur efficacité devient indéniable. La contribution spécifique d'un pilote de marine avec une compréhension d'artiste de la lumière et de l'ombre ne peut être mesurée avec précision. La guerre produisit des millions de telles histoires, des aperçus individuels qui s'accumulèrent en progrès collectif à travers des mécanismes trop complexes pour qu'un seul récit puisse contenir. Ce qui peut être dit est plus simple et peut-être plus important. Dans un ciel rempli de machines conçues pour tuer, un homme posa une question que d'autres n'avaient pas pensé à poser. Pourquoi suis-je si facile à voir ? La réponse qu'il trouva sauva des vies, possiblement incluant la sienne. La méthode qu'il utilisa, la curiosité disciplinée par la preuve et testée par le courage, offre un modèle qui s'étend bien au-delà de toute guerre unique ou de toute technologie unique. Il mourut en 1994, rappelé par la famille et les anciens collègues comme un homme tranquille qui peignait des paysages à sa retraite. Les peintures étaient quelconques, des rendus compétents de la campagne de Pennsylvanie qui décoraient les murs des maisons de parents. Aucun musée ne les collecta, aucun critique ne les loua. Mais ceux qui regardaient attentivement le travail remarquaient quelque chose d'inhabituel. Les peintures contenaient des zones où les objets semblaient disparaître dans leurs arrière-plans.
des bords que l'œil ne pouvait pas tout à fait suivre, des formes qui émergeaient seulement après une attention soutenue. L'artiste n'avait jamais cessé de voir le monde comme un problème de visibilité et de dissimulation, de lumière et d'ombre, de présence et d'absence. Au final, c'est ce que la survie requiert. La capacité de percevoir ce que d'autres manquent, la sagesse d'agir sur cette perception malgré le doute, et l'humilité de reconnaître que chaque solution crée de nouveaux problèmes. Chaque réponse invite de nouvelles questions. Chaque moment de clarté se dissout dans le prochain brouillard d'incertitude. Il vit ce que d'autres ne virent pas. Et pendant quelques secondes décisives au-dessus de la France occupée, ce que d'autres ne pouvaient pas voir était lui.